Sous le soleil de Floride, Stella Kobala est une retraitée comme les autres. À 80 ans pourtant, cette petite mamie fait trembler les fabricants de tabac. Après 10 ans de procédure, ils ont été condamnés à lui verser 230 000 €, une décision dont ils font appel. Aujourd'hui, la seule addiction de Stella, c'est le chocolat. Je crois que je pourrais tous les manger. Mais pendant 40 ans, Stella a été accro à la cigarette. 2 paquets par jour. J'ai commencé à fumer à 15 ans. C'était glamour. Au cinéma, dans les publicités à la télévision, tout le monde fumait. Et tout le monde avait l'air en bonne santé. Mais vous ne saviez pas que c'était dangereux? Non, absolument pas. Pour nous, c'était pas dangereux. Stella a réchappé de peu à un cancer du poumon. Alors elle a décidé de porter plainte. Elle accuse les fabricants d'avoir volontairement camouflé la vérité sur les dangers du tabac. Je n'ai vraiment pas fait ça pour l'argent. Je voulais juste qu'ils reconnaissent qu'ils étaient responsables. Le procès de Stella a basculé grâce à ces documents. Des archives secrètes, aujourd'hui révélées au grand public. Elles prouvent noir sur blanc que l'industrie du tabac a menti impunément pendant 40 ans. Addiction à la nicotine, risque de cancer du poumon. Depuis un demi-siècle, les fabricants connaissaient parfaitement les dangers de la cigarette. Notre métier est de vendre de la nicotine, une drogue addictive. Mais ils nous ont menti avec un aplomb stupéfiant, comme lors de cette conférence en 83, à la tribune, un des plus hauts dirigeants de Philip Morris. Fumer ne provoque pas de cancer du poumon. Vous, fumeurs qui êtes dans la salle, vous pouvez être rassurés. Vos poumons sont aussi roses et jolis que ceux des non-fumeurs, assis à côté de vous. Ces mensonges, les 7 plus grands fabricants de tabac s'acharnent à les répéter jusque devant le Congrès des États-Unis en 1994. Ils témoignent sous serment. I believe nicotine is not addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. Comment l'industrie du tabac a-t-elle pu nous tromper si longtemps? Comment ces archives secrètes ont-elles vu le jour? Que nous révèlent-elles sur ce qui est sans doute le plus grand mensonge du XXe siècle? Le premier à avoir découvert ces documents secrets vit au fin fond du Mississippi, au bout de cette petite route. Il s'appelle Merrell Williams. Bonjour, Litio. Bonjour. Aux États-Unis, tout le monde l'a oublié. Pourtant, son histoire est digne d'un roman d'espionnage. Là, c'est moi dans le Wall Street Journal. À la fin des années 80, alors qu'il travaille comme juriste pour Brown & Williamson, un des plus grands fabricants de tabac, il tombe sur des documents confidentiels qu'il décide de voler. C'est moi, ça? Je m'en souviens plus. C'était pas du vol, on ne peut pas voler la vérité. Voilà, c'est ça que je leur ai dit. À l'époque, sa méthode est plutôt artisanale. Il utilise une ceinture de sudation comme celle-ci. Alors, j'allais aux toilettes, et vous voyez, c'est comme un corset. Et je glissais les documents comme ça. Et puis après, j'enfilais ma veste par-dessus. Et ciao les gars. Je partais tranquillement. C'était invisible? Invisible? Oui, mais c'était très dangereux. Vous imaginez si quelqu'un m'avait pris? Je crois qu'il m'aurait tué. Il pense craindre pour sa vie, car ces documents sont extrêmement compromettants pour l'industrie du tabac. Ça, c'est le rapport final. Regardez, ça dit « La nicotine est addictive ». Des lettres confidentielles, des études médicales secrètes, montrant que depuis 30 ans, les fabricants savaient que la cigarette provoquait des cancers, des maladies cardiovasculaires. Vous comprenez bien ce que je dis? Ils cachaient au ministère de la Santé des informations cruciales, des informations qui auraient pu changer le monde. C'était un devoir moral.
Si je ne l'avais pas fait, je n'aurais pas pu me regarder dans une glace. Mais vous n'êtes pas seul à avoir vu ces documents. Non, des milliers de personnes les ont eu entre les mains et ils n'ont rien fait. Je sais pas, peut-être que je suis bizarre. Vous croyez pas? Ces documents vont bouleverser le cours de l'histoire. Grâce à eux, 46 États américains poursuivent en justice les fabricants de tabac. En 98, après une longue bataille juridique, Philip Morris et tous les autres acceptent de payer une amende record, 190 milliards d'euros, étalée sur 20 ans. Ils pensent étouffer le scandale, mais ce n'est que le début de leurs ennuis. Car le gouvernement leur impose de rendre public le reste de leurs archives. 80 millions de pages qui dévoilent tous leurs secrets. À San Francisco, un homme épluche ses documents depuis 15 ans. Robert Proctor est devenu la bête noire des fabricants de tabac. La cigarette, c'est vraiment un produit qui ne sert à rien. Fabriqué par des mafieux. Vous vous rendez compte, ils arrivent à vendre un produit dont la plupart des gens, même les fumeurs, préféreraient se passer. Robert Proctor nous emmène dans un centre de recherche unique au monde, créé spécialement pour étudier les archives du tabac. Les voilà. Sur ce mur, on a affiché nos plus belles perles. Des perles comme ce contrat secret. Vous voyez là, c'est une lettre signée par Sylvester Stallone en 83. Pour 500 000 $, il s'engage à fumer dans au moins 5 de ses films. Pour analyser ces documents, le centre emploie une vingtaine de personnes à plein temps, tous chercheurs, tous militants. Ouais, on est des vieux compagnons, des vieux guerriers. On traque la même bête féroce. Par sécurité, les originaux sont conservés dans des bunkers dans tout le pays. Ils ont été numérisés pour faciliter les recherches. Ces millions de pages ont permis à Robert Proctor de mettre à jour les stratégies cachées des industriels, comme lors du lancement de la cigarette light. I can't seem to find a cigarette I can stay with. This one tastes harsh. That's easy to fix. Try one of my cools. I think you'll like them. Dans les années 70, présentée comme plus fine ou plus légère, la cigarette light est censée attirer une nouvelle clientèle. Dans leur rapport interne, ils expliquent qu'ils ciblent des cadres de plus de 35 ans, des gens surtout qui se préoccupent de leur santé. Ils appellent ça le nouveau marché des gens à rassurer. Problème, ces cigarettes sont tout aussi dangereuses pour la santé. Les fabricants ne le disent pas, mais un chercheur de Philip Morris l'écrit en toutes lettres. Il semble de manière assez certaine que la campagne pour les cigarettes light soit mal orientée et se fonde sur des bases erronées. Dans cette étude secrète de 67, ils se sont rendus compte que les fumeurs de cigarettes light ont tendance à inspirer plus profondément la fumée. Ils absorbent autant de nicotine et de goudron. Et pourtant, les fabricants ont continué à vendre ces cigarettes light, en sachant que ces fumeurs avaient autant de risques de mourir que les autres. C'est cynique. C'est très cynique, oui. Ils avaient un seul but, vendre le plus de cigarettes possible. Dénoncer les manipulations des fabricants de cigarettes, pour Robert Proctor, c'est devenu une obsession. Il a déjà publié 5 livres sur le sujet. Sur le campus de Stanford, où il enseigne l'histoire, son combat l'a rendu célèbre. Il donne même des cours sur les archives de l'industrie du tabac. Ce qu'il nous montre, c'est que le meilleur argument pour que les gens arrêtent de fumer ou ne commencent jamais, c'est de leur montrer comment l'industrie nous a manipulés et qu'en fumant, on joue leur jeu. Selon Robert Proctor, l'industrie a tout fait pour nous conditionner. Ça, c'est ma collection de paquets. Dès notre plus jeune âge. Là, ce sont des cigarettes en chocolat, pour faire comme papa. Là, ce sont des cigarettes pour maison de poupée. Pour les petites filles, ça prépare bien l'avenir. Là, ce sont mes préférés, les cigarettes pour asthmatiques.
Si vous avez de l'asthme, ça vous fera du bien. Ils ciblent tout le monde. Ils ont un slogan célèbre. S'ils ont des lèvres, on les veut. S'ils pouvaient vendre des cigarettes aux singes et aux chiens, je pense qu'ils le feraient. Il en veut à ces industriels si créatifs qui continuent d'inventer de nouveaux produits. Aujourd'hui, le tabac, c'est 6 millions de morts par an. La cigarette est la première cause de mortalité dans le monde. Et ça ne nous dérange pas plus que ça. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi on continue à tolérer ça. Surtout depuis qu'on sait qu'elle a été créée uniquement pour rendre les gens accros. Uniquement pour ça. Pour moi, c'est le plus grand scandale de notre époque. Car les documents secrets révèlent encore une autre facette de l'industrie du tabac, tout aussi méconnue, la recherche. Au fil des années, les fabricants ont investi des centaines de millions de dollars pour rendre les fumeurs de plus en plus dépendants. À Los Angeles, nous avons retrouvé un homme qui a participé au système, l'ancien directeur de recherche de Philip Morris. William Farron dirige aujourd'hui un petit laboratoire spécialisé dans l'environnement. À l'époque, chez Philip Morris, on avait un laboratoire de 7 étages. C'était énorme. Et quand je suis parti en 84, on était 600 chercheurs. C'était du grand art. On avait les meilleurs équipements au monde. Des moyens sans limite pour ajouter au tabac des centaines de produits chimiques qui accentuent les effets de la nicotine. Leur but, rendre la cigarette plus addictive. Ça, par exemple, c'est du phosphate d'ammonium. Une fois brûlé, ça devient de l'ammoniac. Ça renforce l'action de la nicotine. Ça la purifie. Ça fait de la nicotine pure, comme on parle de cocaïne pure, par exemple. D'autres additifs rendent la fumée plus légère, moins irritante. Tous ces produits, on les a ajoutés pour que ce soit plus facile d'inhaler la fumée. Parce que fumer, ça n'a rien de naturel. Tout notre boulot, c'était de vous faire avaler votre dose de nicotine le plus agréablement possible. Agréable, mais dangereux. Car une fois brûlés, tous ces additifs rendent la fumée plus cancérigène. Mais William Farron va nous faire une démonstration encore plus surprenante. Dans les cigarettes, il y a un autre composant caché. Regardez, on voit clairement des traces de polonium. C'est quoi le polonium? Le polonium, c'est un dérivé de l'uranium. Il y en a beaucoup dans les cigarettes? Non, non, pas trop. C'est dangereux? C'est dangereux, oui. C'est radioactif. Le problème, si vous fumez 2 paquets par jour, c'est que vous y êtes constamment exposé. Constamment. Ce polonium est présent naturellement dans les feuilles de tabac. Et ça encore, les fabricants le savent depuis une trentaine d'années. C'est ce que nous révèle William Farron. En 78, il reçoit cette étude interne. Elle montre que le polonium n'a rien d'inoffensif. Mais la direction décide de ne pas la rendre publique. Ils écrivent qu'il ne faut rien dire pour ne pas réveiller un géant endormi. Le géant, c'est cette découverte. Lorsque vous fumez, vous augmentez la radioactivité dans vos poumons. En 1984, William Farron quitte l'entreprise. 8 ans au service de cette industrie lui laissent un goût amer. Ces gens n'avaient aucune éthique. Et pourtant, beaucoup d'entre eux, que je connaissais bien, allaient à l'église, passaient pour des gens bien. Parce que vendre des cigarettes, c'était légal. Et il y a des gens qui se disent, tant que ce n'est pas illégal, où est le problème? Ces mensonges, ces manipulations, les fabricants de tabac refusent toujours d'en parler. En Floride, 8000 fumeurs ont porté plainte. Mais certaines affaires durent depuis des années. Ce jour-là, c'est un vieil homme qui vient au tribunal. Sa femme est morte d'un cancer du poumon. Pour cette affaire, les industriels ont dépêché une vingtaine d'avocats. Face à eux, un témoin clé,
Robert Proctor, notre spécialiste des archives. Depuis des années, il sillonne les États-Unis. Il a déjà témoigné dans une trentaine de procès. Et cette fois encore, il a apporté ses fameux documents secrets. Allez-y, lisez le premier paragraphe, s'il vous plaît. Il est écrit « La cigarette contient des composants qui provoquent le cancer ». Est-ce qu'on peut dire que l'industrie du tabac a mis en place une conspiration pour cacher ces informations? Oui. À la sortie, l'industrie du tabac ne fait aucun commentaire. Désolé, je peux rien vous dire. Non, je ne parle jamais d'une affaire en cours. Je suis vraiment désolé. J'adorerais, mais je ne peux pas. Comme lors de chaque audience, les avocats vont jouer la montre, faire traîner les procédures. En Floride, pour l'instant, seuls 77 procès ont pu se dérouler. Et une fois sur 3, l'industrie du tabac a gagné. Voilà pour cette enquête d'Olivier Sibyl, de Raphaël Durosel et de Michael Bozo. Et nous sommes ici avec vous, Stéphane Foucard, dans un lieu encore réservé aux fumeurs, puisque c'est le principe de ces plateaux qu'on fait. Nous sommes sur la terrasse, l'une des terrasses du journal Le Monde, et vous êtes journaliste au Monde. Terrasse donc où on peut fumer. Vous avez écrit ce livre-là qui s'appelle La fabrique du mensonge, ou comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger. Autrement dit, vous êtes penché sur ces fameux mensonges qui ont duré si longtemps, jusqu'en 98. Comment ça a pu durer si longtemps? Alors, ça a pu durer si longtemps. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que l'arme principale finalement des cigarettiers, hein, des marchands de tabac, dans toutes ces histoires, ça a été d'instrumentaliser la science. Ça n'a pas été de s'opposer à la science. Ça a été de dire des choses fausses en s'appuyant sur de la science, sur de la recherche. Ils ont réussi à financer de la recherche de distraction, c'est-à-dire par exemple de la recherche qui documentait les effets délétères de tout ce qui n'était pas le tabac et qui provoquait des maladies qui ressemblent à celles provoquées par le tabac. C'est qu'on finance des chercheurs, on l'a vu dans le reportage, on organise même des labos de recherche assez conséquents, avec beaucoup de moyens, mais pour chercher autre chose. Voilà, exactement. Et on finance des laboratoires même publics ou académiques, universitaires, hein, des laboratoires qui ne sont pas des laboratoires industriels. C'est ça la beauté, la force finalement de ce qui s'est passé, c'est que c'était des chercheurs de grandes universités, d'organismes de recherche publics qui étaient financés par l'argent du tabac et qui n'avaient de cesse de trouver tout ce qui pouvait causer un cancer du poumon, une maladie cardiovasculaire et qui n'était pas lié à la consommation de cigarettes. Histoire de détourner l'attention, si je puis dire. Voilà, c'est de la distraction, c'est de la recherche de distraction. D'accord, ça s'est fait aux États-Unis, ça s'est fait partout dans le monde, y compris en France? Absolument. Des chercheurs français ont travaillé, consciemment ou pas? Absolument. À innocenter l'industrie du tabac. Dès les années 80, Philip Morris a organisé en France et partout en Europe un projet, une opération qu'ils ont appelée l'opération White Coat Project, ce qui veut dire l'opération blouse blanche. Et un petit noyau de scientifiques a été constitué en France, une dizaine de scientifiques, pas plus, hein, et qui a eu pour mission, qui était secrètement payé, hein, c'est-à-dire qu'ils ne déclaraient pas leur lien d'intérêt avec Philip Morris, et qui a eu pour mission, pendant des années, d'infiltrer la communauté scientifique et d'instrumentaliser en quelque sorte la recherche par exemple, pour prendre un exemple très concret, d'organiser des cycles de conférences sur la qualité de l'air intérieur, en faisant parler des scientifiques qui cherchaient sur tout ce sur les autres dangers, exactement, voilà. Autres que le tabac. Exactement. Parler, je sais pas quoi, des acariens, de ce qu'on veut, voilà, de la poussière, surtout pas le tabac. Du formaldéhyde, de tout ce qu'on veut, sauf du tabac. Donc ils trahissaient en conscience et pour récupérer un petit peu d'argent au passage, voilà. j'imagine. Voilà. Et bon, il y en a eu beaucoup, il y en a eu en France aussi. Est-ce que ça continue? Est-ce que ça continue? Un élément intéressant, c'est que dans les fameux documents du tabac, eh bien, on ne trouve aucun acte de décès, finalement, de ce projet White Coat, de ce projet blouse blanche. Et donc, on ne sait pas si ça s'est arrêté ou pas. Ce qu'on sait, en revanche, de manière extrêmement claire, c'est qu'aujourd'hui, il y a des scientifiques, parfois des grands scientifiques, des gens qui sont galonnés, qui sont directeurs de recherche à l'INSERM, qui ont travaillé au Collège de France, des gens qui ont fondé la tabacologie française, des gens qui sont pneumologues et qui sont très courtisés par les médias aujourd'hui, et qui vous disent le tabagisme passif n'est pas un problème, qui vous disent la nicotine n'est pas addictive, et qui vous disent, par exemple, les substituts au tabac, hein, les patchs, les gommes à mâcher, etc., qui aident les gens à s'arrêter de fumer, eh bien, ça n'est pas efficace, ça ne sert à rien. Mais maintenant, on sait. On sait quand même que c'est mortel, le tabac. On sait que le chiffre revient toujours, c'est un fumeur sur deux qui va mourir prématurément à cause du tabac. On le sait. Ça sert à quoi de mentir encore?
Les lignes de front se déplacent. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui se bat pour dire, vous n'entendrez pas un seul chercheur ou scientifique, d'ailleurs ça fait longtemps, pour vous dire que c'est pas mauvais pour la santé, que c'est pas grave, etc. Mais les lignes de front se déplacent et par exemple, comme je vous le disais tout à l'heure, on trouve encore pas mal de gens qui vous disent la nicotine n'est pas addictive. Ou qui vous disent on peut fumer jusqu'à 45 ans puis s'arrêter et puis bon le risque disparaît, qui vous disent ça ne sert à rien d'essayer d'arrêter de fumer avec des substituts parce que ça ne sert à rien, parce que la nicotine n'est pas addictive en elle-même, etc. Ça, ce sont simplement des contre-vérités scientifiques. Vous y croyez à la fin du tabac ? La fin du tabac, je crois que, en tout cas Robert Proctor, là, qui était interrogé dans votre sujet précédent, a cette théorie qui est que le premier pays qui interdira définitivement la consommation de tabac est la Chine, parce que c'est un pays autoritaire, et puis c'est un pays qui est géré par des gens qui ont une formation un petit peu d'ingénieurs, de scientifiques, et qui se rendent bien compte de la parfaite inutilité et des dégâts provoqués par le tabac, dégâts qui sont aussi des dégâts économiques, tout simplement. La Chine, dont on a suffisamment dit qu'elle était l'un des plus grands pollueurs du monde, après les États-Unis, et on se rend compte que c'est de là-bas que vient cette solution, entre guillemets, si c'en est une, qui est la cigarette électronique. Merci beaucoup. Merci Stéphane Foucard. Je rappelle votre livre, ça s'appelle donc La fabrique du mensonge, ou comment les industriels manipulent la science et nous mettent en danger sur ces mensonges qui ont duré aussi longtemps. Voilà, merci de nous avoir répondu. Merci. À tous ceux qui nous ont accueillis, que ce soit le fumoir de l'hôtel Lutetia, la terrasse du Café Beaubourg et bien sûr cette terrasse ici au Monde, l'une de ces terrasses où fumer est toléré. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission, que ce soit Michel Fine, Thomas Auro, Joël Bruandé à la rédaction en chef, Lorraine Servant à la préparation des plateaux, Philippe Lallemand à leur réalisation. Je vous rappelle que vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux, que la semaine prochaine, au lendemain du 8 mai, eh bien, on parlera bien sûr de notre mémoire qui quelquefois s'effiloche, mémoire sur ces années 40, qu'il s'agisse des Lebensborn, qu'il s'agisse de la bataille de France, qui a été une vraie bataille, non pas uniquement la défaite et la débâcle racontée, ou encore de ces Français qui se sont bien comportés, si je puis dire, pendant la guerre, et jusqu'à être reconnus comme des justes par l'État d'Israël. Voilà, la soirée n'est pas finie sur France 2, je vous laisse avec Aïda Touhiri et Grand Public. Dès maintenant, pour plus d'infos sur les reportages et réagir sur notre forum, rendez-vous sur